Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis un passage d'un livre extrêmement important pour moi, Septentrion de Louis Calaferte. Louis Calaferte est dans mon panthéon personnel, est un des 10 auteurs les plus importants. J'aime tout de cet homme. Alors je vous lis un passage. Les livres me donnaient confiance, sentiment assez indéfinissable. Ils représentaient une force sûre, un secours permanent. Toujours réceptif à un livre. À la première lecture, on a laissé une marque à telle ou telle page, le coin plié. C'est le passage qui répondait à une préoccupation, à un doute. Le dialogue est ininterrompu, d'autant plus vaste qu'on y ajoute tout ce qu'on veut. L'auteur n'a fait que poser les jalons indispensables. À vous de faire la tournée d'inspection. La frénésie de lire me vint, je crois, vers les 15 ans. Je me revois fort bien, assis dans un autobus, faisant ma première incursion littéraire avec un livre de nouvelles d'un auteur strictement inconnu dont je n'ai jamais su le nom. C'était un livre à bon marché qu'on avait dû me prêter ou que j'avais dû trouver chez le quincaillier de mon quartier qui, si inhabituel que cela paraissait, installé sur le trottoir devant sa vitrine, à côté des cuvettes émaillées, des brocs, des beurriers, en terre rouge et des pots à confiture, des casiers de livres d'occasion, qui passaient de main en main, d'un bout à l'autre de l'année, par tous les habitants du quartier, avant de revenir à la quincaillerie, un peu plus défraîchis si possible, tachés de vin, de graisse, de café, de traces de doigts, les pages arrachées, décousues, et pour la plupart agrémentées en marge de dessins obscènes. Il y avait surtout des romans policiers et un grand nombre d'ouvrages illustrés sur les positions recommandées pour favoriser et perfectionner l'art du coït. On y trouvait par hasard quelques bons et authentiques romans ou essais dont il eût été curieux de suivre les pérégrinations qui les avaient conduits jusque-là. Pendant un an ou deux, j'ai bien dû m'arrêter presque chaque matin devant ces casiers et y choisir des livres. Coïncidence singulière qui ne vaut sans doute pas qu'on épilogue, mais littérature et solitude sont les deux mots qui m'ont le plus intrigué lorsque je les ai entendus pour la première fois. Il y eut une époque où, dans les livres, le sens d'une bonne partie des mots m'échappait. Grâce au seul moyen de la lecture, je me suis lentement familiarisé avec un vocabulaire élargi que je n'avais jamais employé ni entendu employer autour de moi. Cette façon ardue d'appréhender la langue m'a laissé un immense amour des mots, amour presque physique de l'image, riche, pleine, charnelle. Le mot est avant tout un cri. C'est par un cri que nous nous manifestons au monde, expression, c'est-à-dire besoin incontrôlable de faire entendre sa voix. Les mots sont faits pour scintiller de tout leur éclat. Il n'y a pas de limite concevable à leur agencement, parce qu'il n'y a pas de limite à la couleur, à la lumière. Il n'y a pas de mesure à la mesure des mots. Il ne viendrait à personne l'idée de mettre un frein à la clarté nue de midi en été. Les mots, silex et diamant. Votre rôle est de fouiller là-dedans à pleine main, au petit bonheur, pourvu que ça rende le son qui est en vous au moment où vous écrivez. Vous rencontrerez toujours un de ces singes maniaques pour vous expliquer gravement que ce que vous prenez ordinairement pour des lustres de Venise ne sont que des vulgaires chandelles usagées. Devant ces démonstrations savantes empreintes de mesure, pétez-lui au nez d'un air jovial et bon enfant, qu'il comprenne que la leçon a porté. En lisant, je m'enfouissais sous le texte comme une taupe. J'ai aimé les écrivains, tous les écrivains, d'un amour de béatitude, respect, admiration, envie, imagination et superstition aussi. Tout cela composait cette espèce de tendresse bizarre que je leur accordais spontanément. J'essayais de rassembler le plus d'indices possible sur la vie de chacun.
merveilleuse, attendrissante époque pour moi, sur ce plan, où la foi absolue transposait tout et me tenait lieu d'intelligence et de sens critique. Je m'en souviens comme d'un âge d'éther où il faisait bon s'endormir en plein air sous les étoiles et se laisser conduire par la main vers cet ensorcellement imaginaire que je recréais à volonté. Je passais le plus clair de mon temps dans l'intimité des écrivains, sans en connaître un seul, fanatique et amoureux, idolâtre, subissant comme les autres toute la journée les engueulades des chefs d'atelier ou du chef du personnel, supportant l'atmosphère du travail en usine auquel je n'ai jamais pu m'acclimater, meurtri dans mon amour-propre, ne pouvant répliquer sous peine d'être mal noté, tenu à l'œil, et chargé des boulots les plus emmerdants de la boîte. Il me suffisait pourtant de me souvenir tout à coup d'une description d'un bureau d'écrivain que j'avais lu quelque part, et instantanément la colère fondait. Je me mettais à battre des ailes au-dessus du parc zoologique, une caisse de boulons neufs sur les épaules, ou la pompe de graissage dans la main droite. Par je ne sais quel processus de projection, je me sentais métamorphosé, n'ayant rien de commun avec toute cette misère, toute cette veulerie entretenue, morbide. Que j'y fusse provisoirement mêlé n'était plus alors, selon moi, qu'un accident fortuit. Je me coulais dans la peau de mon second personnage que je ne perdais jamais de vue, l'écrivain que j'aurais voulu être. À noter que je ne me suis jamais autant pris pour un écrivain qu'à l'époque bien heureuse où je n'avais rien écrit. Pas de la même trempe que ce tas de larbins foireux. Telle était ma conclusion au sortir d'un accrochage sérieux avec l'un des chefs. Et surenchérissant dans mon langage, j'ajoutais mentalement « Bande de sales pouilleux que vous êtes tous, vous ne vous doutez pas de quoi je suis capable. Attendez seulement que l'occasion me soit donnée de prouver ce que je vaux en réalité. Et ce jour-là, chef ou pas, je vous ferai avaler mon foutre si ça me chante. » Il y a belle lurette que j'ai bifurqué sur la voie de garage, presque sans m'en apercevoir moi-même, mais je ne l'ai encore dit à personne. C'est pourquoi j'ai l'air de vous ressembler. Sur ce, bon voyage, et ne m'en veuillez pas de vous quitter si tôt, mais j'ai un rendez-vous de la plus haute importance à la 7e borne astrale avec un nommé Schopenhauer, le misogyne, un nouveau pote à moi, qui aurait tendance à se payer la gueule du monde avec ce grain d'humour impénétrable que j'apprécie tant. Bonsoir. Si je parle si longuement des livres, c'est qu'ils favorisèrent en moi une sorte de système d'autodéfense à l'égard de ma condition. Manœuvre d'usine, l'avenir ne me promettait rien qui vaille, et j'avais peur. Une peur alarmante. Je pourrais d'un jour à l'autre me retrouver dans la même position, ou plus bas encore, sans subir à nouveau ce sentiment d'infériorité qui me hantait. La réalisation, la réussite, la fonction sociale et même l'argent n'ont plus de sens pour moi aujourd'hui. Ou disons qu'ils en ont un, tout différent. Je danse sur un autre pied. La lecture contribuait à tempérer au fond de moi cette anxiété dont j'ai longtemps souffert de n'être qu'un raté. J'avais beau miser indéfiniment sur le lendemain ou l'année suivante, les jours se succédaient sans changement notable. Usine, dégoût, rancœur contre tout le monde et contre le monde, manque d'argent, envie de me payer moi aussi des costumes, des vacances, un appartement, une soirée au restaurant ou au théâtre. À plusieurs reprises dans ma vie, je me suis demandé si oui ou non j'allais finir dans la peau d'un mendigo ou d'un petit employé subalterne. Ce genre de confrontation avec soi-même est affreuse, c'est l'échéance. Lorsqu'on arrive ainsi au poids mort de l'échec, on est fatalement seul et qui plus est sans argent. Je n'ai trouvé de soutien à ce moment-là que dans les livres de quelques rares auteurs qui avaient songé à nous broder sur le thème, à raconter simplement leurs propres déboires, leurs propres faillites, leur expérience navrante et solitaire à la portée de tout homme placé dans le même cas.
Les livres avaient sur moi un pouvoir hypnotique. Longtemps, mes rêves de la nuit ont été encombrés de librairies aux proportions fabuleuses, où j'étais accueilli en ami bienvenu, où l'on mettait à ma disposition des bibliothèques cachées contenant des éditions introuvables. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Merci et bonne journée.